Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord remercier tout le monde de votre présence, me réjouir de cette rencontre. Au-delà, bien entendu, de notre appartenance pour certains au parti Rewmi et de notre volonté de faire d'Idrissa Seck le président de la République du Sénégal, il y a bien évidemment cette exigence de s'orienter vers les intérêts des populations, les intérêts du pays. Et cela peut être une source de motivation pour savoir que les intérêts du pays vont en adéquation avec les intérêts que nous défendons tous les jours et qui vont dans le sens de faire d'Idrissa Seck le président du pays. C'est pourquoi d'habitude, quand je me prononce sur certaines questions, je mets l'accent plutôt sur ça. Et je dis très clairement qu'aujourd'hui, c'est une occasion à Paris, dans la diaspora, et face à des personnes convaincues qui ont toujours montré leur détermination. Elle doit être là. C'est une occasion de discuter du pays, c'est une occasion de discuter du parti, c'est une occasion qui doit nous permettre de parler du président Idrissa Seck. Je voudrais aussi vous remercier par rapport au témoignage et à la minute de silence consacrée à mon fils disparu. Ça va faire maintenant bientôt 1 an et cela s'est passé justement à cette période de Tabaski. Donc les pensées sont vives, mais nous évoluons avec beaucoup de quiétude par rapport à cette situation et nous pensons que c'est dépassé. Le plus important aujourd'hui, c'est qu'on se consacre au travail que le peuple sénégalais nous a confié. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut dire aussi très clairement avant d'entrer dans le jeu, dans le sujet, c'est qu'il y a une organisation et une volonté ici en France qui montre que nous pouvons compter sur des personnes de valeur, de principe, pour faire véhiculer certaines idées. Je pense que j'ai eu, depuis que je suis là, quelques discussions, quelques rencontres, et on se rend compte que dans ce pays-là, qui est le Sénégal, il y a énormément de compétences qu'on n'a pas assez utilisées. Et qu'il serait malheureux que dans la gestion de notre pays, que l'on laisse ceux qui malheureusement n'ont pas les capacités, ceux qui n'ont pas les compétences, être au niveau des sphères de décision et décider pour le compte de tout le monde, alors que leurs compétences sont là. Et je voudrais vraiment féliciter toute l'équipe de Rewmi France, remercier très sincèrement de leur accueil et du travail qu'ils sont en train de faire. Chers compatriotes, nous sommes face à un problème dans notre pays. Et c'est là où il faut mettre le doigt. Nous avons un pays qui regorge de compétences, je viens de le dire. Nous avons un pays qui était sur la pente ascendante, à tous les niveaux. Nous étions la vitrine de la démocratie. Nous avons une économie qui avançait, quoi qu'on puisse dire. Il y a eu des infrastructures. Il y a eu du point de vue social énormément d'efforts. En tout cas, nous rêvions d'un pays qui véritablement n'allait pas quitter cette pente ascendante pour se retrouver dans une pente descendante et à tous les niveaux. Et c'est ça qui doit nous alerter, nous tous. Et nous l'avons constaté plusieurs fois. La question, ce n'est pas de dire ôte-toi de là, je vais prendre ta place. La question, ce n'est pas de dire
nous faisons de la politique, nous avons notre parti, nous voulons accéder au pouvoir à tout prix. Mais la question fondamentale qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il faut au Sénégal pour que le Sénégal se développe définitivement? Qu'est-ce qu'il faut au Sénégal pour qu'on dépasse certaines choses? Il faut bien réfléchir sur ça. Il faut énormément réfléchir sur ça. En tant que député et ayant l'habitude de débattre avec les membres du gouvernement et de participer à certaines discussions, en étant beaucoup plus au parfum de ce qui se passe dans la gestion de l'État, je me rends compte qu'effectivement que nous sommes en danger parce que malheureusement, nous n'avons pas les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et nous risquons gros si ça perdure. C'est pourquoi, si on prend secteur par secteur, je prends déjà l'exemple des institutions. À l'Assemblée nationale, figurez-vous que c'est seulement récemment qu'il y a eu une proposition de loi. Et vous avez tous vu ce qui s'est passé par rapport à cette proposition de loi, qui est une proposition de loi scélérate. Bon, je précise que les propositions de loi sont différentes des projets de loi. Les propositions de loi viennent des députés. Mais l'initiative parlementaire, malheureusement, n'est pas encouragée. Ce qui se passe, c'est que nous avons un gouvernement qui tout le temps fournit des projets et sans discussion, les députés votent. Alors que quand nous étions venus, nous avions pensé que nous allions assister à une législature de rupture, ce qui n'est pas le cas. Et il y a la main du président de la République, un président de la République qui fait tout pour que des partis de l'opposition ne puissent pas avoir un groupe parlementaire. On a vu ce qui s'est passé avec Réumi. Un président de la République qui organise lui-même le bureau de l'Assemblée nationale, qui décide qui va être là, qui ne doit pas être là. Donc on a un système où le législatif est véritablement à la solde de l'exécutif. C'est-à-dire, il n'y a vraiment pas un mot beaucoup plus édifiant que ça. C'est vraiment à la solde de l'exécutif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on fait la distinction entre les pouvoirs en disant le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, et en attribuant à chaque pouvoir des prérogatives, au Sénégal, ça devient inexistant. Toutes les prérogatives, aussi bien de l'exécutif que du législatif, sont rassemblées entre les mains du président de la République, qui décide de tout. On voit la même chose avec la justice. Vous l'avez vu, ce qui s'est passé. Le président de la République lui-même a dit dans une interview qu'on serait étonné de voir le nombre de dossiers auxquels il n'a pas donné suite. C'est-à-dire c'est le président de la République qui décide qui va aller en prison, qui ne va pas aller en prison. Même au niveau des procédures, on ne respecte pas les procédures. Et ceux qui ont fait droit ici savent que les vices de procédure, ça a un sens en droit. On ne respecte pas les procédures, on met les gens en prison comme on veut. Et ça, c'est extrêmement grave, d'autant plus qu'il y a eu énormément de réflexions sur la réforme des institutions. Ça a commencé par les assises nationales que le président de la République a signées. C'est également le cas avec la Commission nationale de réforme des institutions. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de suite. Sur le plan économique, on voit ce qui se passe avec le plan Sénégal émergent. Mais n'oublions pas qu'avant le plan Sénégal émergent, on avait parlé du Yoonu Yokkute. Et le 25 mars 2013, le président de la République, le président Idrissa Seck, en faisant une déclaration à la presse, a dit que la voie que nous sommes en train de suivre n'est pas la bonne voie. Et c'est 4 mois après que le président de la République s'est rendu compte que le Yoonu Yokkute ne pouvait pas faire un bond qualitatif. C'est lui-même qui le dit. Et on a changé par la stratégie nationale de développement économique et social. Et aujourd'hui, on est au niveau du plan Sénégal émergent. Dans le plan Sénégal émergent, on se rend compte qu'il y a beaucoup de promesses, qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Mais sur le terrain, on fait tout le contraire. C'est-à-dire qu'il y a plan Sénégal émergent sur le papier. Et sur le terrain, dans les faits, il y a autre chose. Parce que bien évidemment, il n'y a pas d'adéquation entre ce qui est promis dans ce plan et ce qui se fait sur le terrain. Si on prend l'exemple aujourd'hui des investissements publics, on a vu que
on met l'accent sur les investissements de prestige. D'ailleurs, il y a un rapport de la Banque mondiale qui dit que 40% des investissements publics ne permettent pas d'avoir un capital. Ça veut dire qu'on met l'accent plus parfois sur les investissements de prestige, ce qui ne nous permet pas de pouvoir plus tard rembourser la dette. Ça risque d'avoir des difficultés. Dans le secteur privé, on a vu ce qui se passe. On a bataillé ferme au Sénégal pour que les entreprises qui sont au port ne soient pas liquidées comme ça au profit de Necotrans qui est venu au port. Les entreprises privées au Sénégal sont maltraitées, ignorées. Quand on veut construire une route, on pense à une entreprise étrangère. Quand on veut construire des habitats sociaux, on pense à des entreprises étrangères. Alors que nous avons des entreprises qui ont une expertise avérée, même dans la sous-région et un peu partout, mais on ne s'en occupe pas. Et sur le plan social, il y a eu, c'est vrai, il y a eu des efforts, les bourses sociales, la réduction du loyer, etc. Il faut le dire. Mais qu'est-ce qui se passe en tant que tel? Quand on prend l'exemple des bourses sociales, vous avez tous entendu les discussions qu'il y a eu entre responsables de l'APR à Thiès pour dire que telle partie a profité de ces bourses sociales et a distribué à ses militants pour laisser d'autres parties, etc. Ça veut dire que ça a été politisé. Et il y a une carte qu'on distribue aux gens qui s'appelle la carte Yakar, comme APR Yakar. Donc c'est une manière de dire, vous savez comment ça se fait la politique au Sénégal. Maintenant, au lieu d'utiliser l'argent qu'on gagne pour financer les militants, on utilise les deniers de l'État et on passe par les bourses sociales et on finance les militants. Donc on parle de bourse sociale, mais en réalité, c'est de l'argent qu'on donne à des responsables de l'APR qui financent des militants de l'APR ou qui financent des gens pour que ces gens-là puissent rejoindre l'APR. Voilà la situation. Si on prend la réduction des loyers, depuis le début, bon c'est vrai, j'ai été seul pour dire non, attention, la manière dont on veut réduire le loyer, ça risque de créer plutôt la spéculation. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal. On parle de réduction du loyer, ça a été une loi rétroactive. On dit ça va concerner les loyers en cours, voilà, mais c'est des réductions sur des fourchettes. Voilà. Et certains qui savent que la loi va entrer en vigueur et va concerner les loyers en cours ont attendu que la loi entre en vigueur pour fixer leur prix. D'autres ont fait de sorte que leur locataire quitte pour augmenter le prix. Donc aujourd'hui, le loyer est encore beaucoup plus cher au Sénégal à cause de cette politique véritablement qui n'a pas été qui n'a pas tenu compte des réalités du marché. Parce que, comme vous pouvez le savoir, vous le savez déjà, la loi de l'offre et de la demande a des règles. Donc, il y a cette nécessité de construire ailleurs et de faire en sorte que Dakar ne soit pas seulement le lieu qui doit être fréquenté par tous les Sénégalais. Maintenant, c'est ça qu'il faut et qu'ils n'ont pas fait. Et malheureusement, ce qui fait qu'aujourd'hui, le loyer à Dakar est très très cher. On voit aussi au niveau du panier de la ménagère, les prix augmentent parce qu'ils n'ont pas une maîtrise sur les prix. C'est normal que ça augmente parfois. Mais quand ça baisse sur le plan international, ce n'est pas imputé aux consommateurs. C'est comme le pétrole qui a baissé, ça n'a pas été imputé aux consommateurs. Nous avons le prix de l'essence et du gasoil le plus cher dans la sous-région. Alors que pour le pétrole ou le gasoil ou le super du Mali passe par le Sénégal avec les taxes et tout, et c'est beaucoup moins cher au Mali qu'au Sénégal. Donc voilà un peu la situation de ce point de vue social qui fait que les Sénégalais ont des difficultés. Si on en vient maintenant aux libertés, à la démocratie, là également c'est encore pire. Aujourd'hui au Sénégal, pour une marche par exemple, la règle c'est l'interdiction. L'exception, c'est l'autorisation, alors que ça doit être le contraire. Quand on en donne une valeur constitutionnelle en mettant le droit de manifester dans la Constitution, bien, la règle doit être l'autorisation et trouver les moyens d'encadrer les marches. Mais maintenant, personne n'ose déposer des demandes de marche parce que la règle, c'est l'interdiction, ce n'est pas l'autorisation. Et bien entendu, je l'ai dit tout à l'heure par rapport aux libertés individuelles, si le président... J'ai été rendre visite
Toussaint Manga, qui va boucler ses 6 mois en prison. 6 mois en prison. Vous savez, c'est extraordinaire comment les gens peuvent priver de liberté des citoyens sénégalais gratuitement pour des raisons politiques. Et c'est vraiment dommage, parce que vous allez voir un juge parfois qui vous condamne à 2 mois de prison ferme, ça c'est une condamnation. Mais on vous met 6 mois de détention provisoire et vous êtes innocent, vous êtes présumé innocent, la présomption d'innocence. Et la personne est innocente tant et aussi longtemps que sa culpabilité n'a pas été démontrée. Hors de tout doute lors d'un procès. Et même le doute, c'est au bénéfice de l'accusé. Quand vous venez, le juge pense que oui, bon, est-ce que, etc. On préfère vous mettre en liberté parce que mieux vaut avoir un coupable libre qu'un innocent en prison. Mais au Sénégal, les innocents sont en prison. Toussaint Manga, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une manifestation après le verdict de Karim Wade. Voilà, il y a une manifestation, on a brûlé des pneus, etc. On ne l'a même pas fait en flagrant délit. Après ça, on est parti le chercher. Il est venu et puis hop, voilà, ça fait 6 mois qu'il est en prison. Et on dit qu'il n'y a pas de prisonnier politique au Sénégal. Si ce n'est pas un prisonnier politique, c'est quoi? Donc, il y a énormément de choses qui se passent. Maintenant, il y a la communication tout azimut. On a l'impression que la presse ne joue pas son rôle. La presse d'État, on n'en parle pas. Mais bon, la presse privée au moins, il y a des choses qui se passent. Les inondations, on a vu qu'il y a eu des morts, etc. Mais ça n'a même pas été relayé de la manière dont on le faisait autant. Et ça, c'est énormément de choses qui font que, véritablement, il nous revient, nous, en tant que Sénégalais, en tant que patriotes, de savoir que le Sénégal mérite mieux. C'est ça la vérité, en fait. C'est pas que, ils ne savent pas où ils savent. C'est-à-dire nous méritons mieux compte tenu de la qualité des ressources humaines au Sénégal. Nous méritons d'avoir plus de démocratie, plus de liberté, une économie qui marche, qu'on ne soit pas dans des politiques publiques qui n'ont pas d'impact sur les populations. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'emploi des jeunes. Il y a le ministre de la Jeunesse qui est même allé jusqu'à déclarer qu'on va trouver du travail pour ceux qui savent lire et écrire. Vous vous rendez compte, c'est complètement démagogique. Alors que, voilà, parfois, ils disent, oui, on a des fonds qu'on a mis quelque part, mais les gens ne mettent pas en place des projets bancables. Non, le but, ce n'est pas de désigner les jeunes pour leur dire, non, vous ne savez pas mettre en place un projet bancable. Le vendeur de poulet, il ne peut pas te faire un projet, pourtant, ça vend bien. Ça se passe bien, il travaille bien, mais il ne te fera pas un projet, ça, c'est technique. Donc, c'est à eux de les encadrer pour savoir ce qu'il faut faire pour pouvoir absorber ce fonds-là. Mais ne pas dire, oui, il y a les fonds sont là, mais il n'y a pas de projet bancable. Je suis désolé. Donc, il y a véritablement une volonté très clairement affichée du président de la République et du gouvernement d'apparaître comme le moindre mal, d'apparaître comme ceux qui travaillent à travers les canaux de communication, aussi bien privés que publics. Et malheureusement, les populations souffrent dans ce pays-là, qui est le nôtre. Les populations souffrent à tout point de vue. On a vu ce qui s'est passé à l'université. Ils ont augmenté les inscriptions, les droits d'inscription. Bon, ok, c'est bon, parfois il faut augmenter, il faut des réformes. On ne peut pas être contre des réformes. Mais quel est l'impact sur les étudiants? Il n'y a pas d'impact, zéro impact. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les parents sont obligés de faire retourner leurs enfants parce qu'ils n'ont pas les moyens de les inscrire. Quand vous vous rendez compte que dans un pays, on peut donner 250 francs par famille, et que vous dites c'est gros, c'est une très bonne chose, et c'est extraordinaire parce qu'il y a des familles qui n'ont pas ça, mais réfléchis un peu, est-ce que ces familles-là vont avoir 25 000 francs pour inscrire leurs étudiants? Mais ils ont fait énormément d'efforts entre-temps, ils se sont serrés la ceinture et tout pour que ces étudiants, ces enfants puissent aller à l'université. Mais une fois là-bas, malheureusement, compte tenu de ces réformes-là, il y en a beaucoup qui abandonnent le travail, qui abandonnent les études. Et parfois, on t'inscrit dans une université qu'ils appellent université virtuelle, qui n'a pas encore démarré jusqu'à maintenant. Et on dit que c'est bien virtuel, hein, ça. Alors, donc, il n'y a rien. Les étudiants sont inscrits à l'université virtuelle de Dakar, UVD.
Mais il n'y a pas d'enseignement, il n'y a rien. Et ce sont des centaines et des centaines d'étudiants. Voilà ce qui se passe. Alors, maintenant, quand au pays, les parents ne sont pas aidés au niveau de l'agriculture et tout, ça ne marche pas. Vous ne faites pas des études, ça ne passe pas. Vous prenez quelques articles, vous allez à Dakar pour les vendre, mais ça se comprend un peu. Les marchands ambulants, ce n'est pas tout le monde qui veut être marchand ambulant, mais c'est parce qu'il n'y a rien à manger à la maison. Quand on quitte le village, il y a des problèmes et tout, on vient en ville pour vendre. Mais il faut au moins les organiser, les aider. Mais il ne faut pas les chasser comme des malpropres. C'est vrai, il faut refaire Dakar, il faut que les choses se truquent. Mais fondamentalement, le problème, ce n'est pas marchand ambulant. Non, ça c'est la cache visible. C'est l'aspect visible en fait. La face cachée, c'est qu'il n'y a pas de politique qui puisse permettre à ces gens-là de pouvoir satisfaire les populations, ou de pouvoir satisfaire leurs parents, ou de pouvoir subvenir tout simplement à leurs besoins. C'est ça, le taux de chômage est extraordinaire à Dakar ou au Sénégal. Extraordinaire. Donc vous allez dans des quartiers, les gens sont tout le temps dans les grandes places, un peu partout, vous en savez quelque chose. Alors tout ça pour dire que ce n'est pas une situation que les Sénégalais méritent et qui revient aujourd'hui à ces mêmes Sénégalais de redresser la barre. Et c'est ça la vérité. Maintenant, on peut tout dire, des politiques et autres, mais on ne peut pas redresser la barre si on ne fait pas de la politique. C'est ça aussi la vérité. On ne peut pas s'éloigner des sphères de décision et vouloir dire que oui, on va faire avancer notre pays. Mais par quel moyen? J'ai eu des discussions avec des amis de Y'en a marre, par exemple, etc. J'ai dit, écoutez, vous allez revendiquer, mais vous allez vous en arrêter là. Vous ne pourrez pas mettre en place des politiques publiques. Parce que vous n'êtes pas dans des partis politiques. La Constitution est claire, les partis politiques concourent au suffrage. Il faut être dans les partis politiques, être au niveau des sphères de décision, pouvoir impulser, pouvoir prendre des décisions, pouvoir faire changer les choses. Sinon, on va être dans les syndicats, dans les mouvements d'humeur ou je ne sais pas, mais on ne pourra pas faire changer les choses. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, il faut que l'on identifie dans la sphère politique, sur l'échiquier politique, les personnes qui peuvent faire bouger les choses. Un but de qualité, de valeur, qui aiment leur pays et qui ne seront pas là pour sucer le sang des Sénégalais. Et ça, c'est important, c'est un moment de réflexion. C'est actuellement qu'il faut y penser. Et nous pensons que c'est Idrissa Seck et une équipe de compétences et de valeurs qu'on ne finit pas de recruter, qui ne finissent pas d'adhérer. Et c'est ça qui nous motive, qui fait que tous les jours, nous sommes partout, nous allons partout, et nous pensons que cette personne est incomprise et que véritablement nous avons la possibilité au Sénégal d'avoir un président de la République capable de prendre les choses en main et de mettre notre pays sur les rails. Ça, c'est une conviction profonde. C'est pourquoi aujourd'hui, il est extrêmement important de parler de lui, de l'homme, parce que quand on dit « Ah non, on n'est plus, parfois sur ma page Facebook, il y en a qui me disent oui, vous parlez de l'homme, mais bon, maintenant, dans les pays, c'est des équipes qui travaillent. Écoutez, le président de la République, c'est intuitif, personnel, c'est pas un truc de groupe. C'est le président de la République. C'est lui qui détermine, la Constitution dit, le président de la République détermine la politique de la nation. Donc il faut quelqu'un qui a la capacité de déterminer la politique de la nation et même la capacité de manager une équipe. Parce que si la détermination ne veut pas dire forcément que c'est une personne qui sera derrière, mais lorsqu'on veut déterminer en utilisant un groupe, il faut savoir manager ce groupe-là. Aujourd'hui, Idrissa Seck, tout le monde le sait, attire énormément d'intellectuels, de personnes compétentes, parce que justement, toute personne qui a des compétences aurait souhaité travailler avec un boss qui est de même niveau de compétence ou même supérieur. On ne peut pas aller travailler avec quelqu'un qui ne peut rien comprendre, qui ne comprend rien. Donc, je pense que c'est un homme qui a été énormément sali, qui a été à la boue à un moment donné, qui a été persécuté, qui a été accusé plusieurs fois, parce que ceux qui l'accusent savent qu'il peut y arriver. Parce que ceux qui l'accusent savent qu'il ne sera pas dans des lobbies, qu'il ne sera pas pour défendre des intérêts particuliers. C'est ça, en fait, l'enjeu, c'est ça. Il y a des gens au Sénégal qui feront vraiment tout
pour que certaines personnes ne soient pas à la tête de ce pays-là. Ça c'est clair. Parce que ça va complètement gâcher le business.